Bon, merci beaucoup, merci pour votre accueil chaleureux, merci pour votre invitation aussi. Donc moi je suis le docteur Calmels, je suis ORL pédiatrique, je travaille à l'hôpital Pierre-Paul Riquet. Je suis aussi responsable médico-chirurgical de l'unité pédiatrique d'implant cochléaire. Donc on m'a demandé de parler un peu des thèmes qui me tenaient à cœur et je vais faire un petit peu le tour de ce sur quoi on travaille aujourd'hui dans le service, et avec les orthophonistes du service, avec les autres médecins, ainsi qu'avec l'UPIC, l'unité pédiatrique d'implant cochléaire. L'objectif là, c'est vraiment de pouvoir discuter avec vous et répondre éventuellement à vos questions. Donc, ce qui me semblait important de présenter aujourd'hui, c'était un petit peu l'évolution qu'on a sur la prise en charge de la surdité chez le petit, chez le bébé et chez l'enfant, et d'essayer d'appuyer tout ce qui nous a amené à être vraiment persuadés et à faire tous nos efforts pour que la prise en charge de ces enfants soit rapide, précoce et surtout structurée. Donc ça fait longtemps qu'on a des recommandations de prise en charge en fait, de l'enfant atteint de troubles auditifs. Évidemment, chez nous, c'est toujours un petit peu après les Américains. Vous voyez que les Américains, ça avait commencé en 2004 et même un peu avant, avec le comité Joint Committee on Infant Hearing qui demandait d'avoir une prise en charge très rapide avant l'âge de 6 mois. En Europe, c'était un peu décalé dans le temps et on a été un petit peu moins gourmand, mais quand même depuis 2009, on a une recommandation de prise en charge qui a été éditée par la Haute Autorité de Santé, et on sait qu'il est impératif de proposer des actions, en tout cas d'agir avant l'âge de 1 an. Donc ce qui est recommandé, c'est de proposer un programme d'intervention précoce à tout enfant atteint d'atteinte auditive. Alors vous voyez, ici ça concerne les surdités bilatérales permanentes. On n'a pas encore de recommandations sur les surdités unilatérales, mais je pense que dans les années à venir, ça risque d'arriver, avec une atteinte qui est moyenne, sévère à profonde. Donc c'est pareil, on n'a pas aujourd'hui non plus de recommandations sur les atteintes légères, mais c'est pareil, à mon avis, on va y arriver, puisqu'avec le dépistage, on arrive à trouver ces enfants-là, et on peut avoir des retentissements des atteintes légères. Et ce, quelle qu'en soit l'étiologie. Et surtout, ce programme doit être adapté aux besoins particuliers de chaque enfant et surtout répondre aux désirs et aux projets éducatifs qui va être choisi par les parents. Et c'est là qu'est tout l'enjeu. Lorsqu'on regarde, et c'est une étude un peu ancienne qui est sortie en 2011, l'âge médian de diagnostic en l'absence de dépistage systématique de surdité, on voit que c'est très tardif. C'est 1 an pour les surdités profondes, 30 mois pour les atteintes sévères et 40 mois pour les atteintes moyennes. Et là, on voit qu'on avait beaucoup de travail et ça a été aussi la base de la mise en place du projet expérimental de dépistage pour les nouveau-nés, dont j'ai fait partie, et c'était en 2005. Il a fallu 10 ans pour que ce programme de dépistage systématique néonatal soit mis en place et soit réparti sur tout le territoire. Pourquoi on a travaillé là-dessus? Parce qu'en fait, on sait maintenant, de façon tout à fait documentée, qu'il existe des périodes sensibles pour certaines compétences, quasiment toutes compétences, et notamment les compétences linguistiques, avec une spécialisation progressive centrale au niveau des aires du langage. Il y a un pédiatre qui a beaucoup travaillé dessus, c'est le docteur Mauroy, qui dit, en gros, on est avec 1 milliard de neurones, et puis ces neurones vont plus ou moins se spécialiser. En tout cas, il y a une organisation qui va se faire avec le temps de ces neurones, et notamment pour tout ce qui concerne les compétences de langage. Et si cette partie-là de notre cerveau n'est pas stimulée très tôt, non pas tous les neurones vont disparaître, mais ils vont s'occuper d'autre chose. Et donc on va avoir une spécialisation de ces neurones assez précoce qui va disparaître, notamment après l'âge de 6 ans et à l'adolescence. Et si on regarde un petit peu le schéma, qui est très intéressant ici, on voit que cette formation de synapses, donc ce réseau qui va se mettre en place au niveau de notre cerveau, il est majeur pour tout ce qui est langage avant l'âge de 1 an. Il continue, il y a quand même des choses qui se passent en suivant, mais on sait que c'est là qu'on a le plus de capacité à construire des connexions au niveau central pour pouvoir accéder dans les bonnes conditions
au langage et bien sûr ensuite aux fonctions d'apprentissage. Et vous voyez sur le schéma les petits pointillés. Je ne sais pas si j'ai un pointeur là. Oui. Vous voyez ici la première courbe, ça concerne l'audition, mais ça concerne aussi la vision. Et c'est ça qui est aussi intéressant, puisque là, on peut parler aussi de communication, en tout cas de mode de communication multimodal. C'est pas que l'audition, il y a aussi la vision. D'où ce dépistage néonatal qui est maintenant mis en place depuis 2015, qui est coordonné chez nous par le docteur Blandine Baladi, et qui va mettre en fait en œuvre beaucoup de nos professionnels au sein du CDOS, c'est le Centre d'orientation et de diagnostic de la surdité, qui est situé à Pierre-Paul Riquet. Et ce dépistage, en fait, il va commencer donc dans les premiers jours de vie, il est proposé à la naissance, normalement maintenant dans toutes les maternités d'Occitanie et de France. Alors on s'est aperçu quand même que le réseau est plus ou moins bien mis en place et qu'on a plus ou moins de relais. Mais en Occitanie, ça fonctionne très bien, avec des tests qui sont proposés, qui ne sont que des tests de dépistage avant la sortie de maternité. Normalement, il y a 2 tests de proposés. Un 3e test qui est proposé si les 2 premiers ne sont pas concluants ou sont suspects. Et ce 2e test, il est fait auprès d'ORL référents, dans notre région en tout cas, en Occitanie Ouest. Et au-delà de ce 3e test, il y a toujours un doute. Et bien sûr, avec l'accord des parents, on propose un test de diagnostic. Et auquel cas, ils nous sont adressés au CHU à Toulouse. Donc je voulais vous montrer un petit peu tout l'organigramme de 2020. Alors j'ai pris quelque chose d'un peu récent, mais ça a été un peu modifié par la crise du Covid, mais pas beaucoup, pour montrer plusieurs choses. D'abord, bien insister sur le fait qu'on a des parents qui ne veulent pas qu'on dépiste les nouveau-nés et que bien sûr, on répond normalement au niveau des maternités, le personnel qui réalise le test est formé à expliquer pourquoi on propose ce test de dépistage et à ne pas le faire sans l'accord des parents. Donc ça c'est quelque chose, alors il faut longtemps pour former tous ces professionnels, parce qu'en maternité ça tourne très vite, les enfants ils sortent de plus en plus tôt, donc c'est vrai qu'on s'est heurté à des difficultés, on va dire de formation de cette cohorte de personnes qui tournent très vite, pour avoir une prise en charge qui soit la plus adaptée possible dans ce moment qui est quand même très, on va dire particulier, pour les familles et surtout pour les mamans. Donc vous voyez, on a quand même assez peu de refus sur la réalisation de ce dépistage. Et en fait, je crois que si tout est bien expliqué, les choses devraient se dérouler simplement, sans qu'il n'y ait de forçage, quel qu'il soit, pour les familles. Donc vous voyez, par exemple, en 2020, on avait 28 276 enfants à tester, nouveau-nés à tester. Il y en a un certain nombre qui ne seront pas testés, et en fait, c'est ce sur quoi on travaille aussi. C'est ces enfants qui ont des pathologies vitales graves et qui vont être transférés très vite en réanimation, en chirurgie cardiaque, en néonatologie avec des soins qui sont vitaux et qui vont décaler de ce fait la prise en charge de dépistage qui passe au 2e plan. Pourquoi c'est embêtant? Parce qu'en fait ces enfants-là, ce sont les enfants les plus à risque de surdité. Donc on s'est quand même aperçu que ce dépistage, il fallait être très vigilant à suivre ces enfants qui sortent d'emblée de la cohorte et qu'on voyait revenir en fait, une fois que tous les problèmes vitaux sont passés, donc entre 3, 6, 9 mois de vie, et qui n'avaient pas bénéficié de dépistage avec une découverte un peu tardive d'atteinte auditive. Donc il y en a un certain nombre qui ont été testés, 28 008 enfants, et vous voyez, on commence un premier test, s'il est suspect, un 2e, s'il est suspect, un 3e, et on voit qu'à chacune des étapes, on a quand même un certain nombre de perdus de vue, et là-dessus, on travaille aussi beaucoup, parce que expliquer cela à une famille qui vous dit « moi, je ne veux pas qu'on le fasse », c'est très bien, c'est tracé, et c'est le choix de chacun, mais par contre, s'apercevoir qu'il y a des enfants qui, pour des raisons X ou Y, n'ont pas bénéficié du test, donc ces perdus de vue-là, c'est quand même un peu compliqué, puisqu'on les voit revenir s'il y a une atteinte auditive de toute façon. Par la suite, et notamment à l'entrée de la scolarité, souvent avec des parents qui sont un peu désemparés et des prises en charge qui sont un peu tardives, quelle que soit la prise en charge d'ailleurs. Donc vous voyez ici, sur ces 28 008 nouveau-nés, on a 64 surdités. Alors ce qui est intéressant de voir avec tous ces chiffres-là, c'est qu'on a quand même un système qui marche bien chez nous, puisqu'on est à 99% quand même d'efficience de notre dépistage, donc ça c'est bien, parce que dépister c'est bien, mais il faut quand même après assurer le suivi et diminuer aussi, on va dire, le fait de ne pas avoir les mêmes chances en fonction de là où on est, les inégalités qui sont
sociales, qui peuvent être aussi en fonction de la géographie. Donc ça, on y arrive plutôt bien chez nous. Retenir quand même que 11% de perdu de vue, c'est énorme, et c'est là-dessus qu'on essaie de travailler. Et je crois que c'est l'information aussi, et ce genre de manifestations comme aujourd'hui, c'est ce qui nous permet aussi de sensibiliser les gens, que les gens sachent que les choses existent, et que, voilà, à n'importe quel moment, on peut aussi décider de rentrer dans ce circuit-là. Vous voyez, dépistage non souhaité, c'est assez marginal, 0,2%, mais c'est respecté bien sûr, avec un taux de surdité à 0,4%. Donc là, on voit quand même que la surdité, mais si vous êtes ici, c'est ce que vous le savez déjà, c'est quand même quelque chose qui touche beaucoup de nos enfants. Ce sont des atteintes fonctionnelles pour lesquelles on peut proposer des prises en charge adaptées, quel que soit le désir des familles. Donc il est vraiment important de passer par la case dépistage. Donc une prévalence qui est autour de 0,25% si on prend l'atteinte légère. Normalement, on n'est pas censé la dépister, mais ici en Occitanie, on garde quand même le listing des enfants avec atteinte légère, puisqu'on sait qu'on peut avoir des atteintes à la naissance, bien sûr, mais des atteintes aussi évolutives. Donc le dépistage, ça donne une idée à un instant T. Ça ne donne pas l'idée de ce que va être l'audition de l'enfant 3, 4, 5 années après. Alors, on dépiste, mais après. Parce que finalement, proposer un dépistage, c'est aussi proposer des prises en charge. Et c'est là-dessus qu'on est vraiment en train de travailler. Et à mon avis, c'est un travail qui est vraiment primordial une fois que la première étape a été mise en place. Donc, j'ai repris des chiffres de 2015. Vous voyez que sur 86 enfants qui ont été dépistés, diagnostiqués chez nous, on en a 26 qui sont suivis à 1 an, donc à 1 an d'âge, dans notre service. Alors, il y a des perdus de vue, il y a des enfants qui ont déménagé, il y a des enfants dont les parents ne souhaitaient pas de suivi, mais vous voyez déjà qu'on a quand même peu de suivi. En tout cas, on n'arrive pas beaucoup à sortir les dossiers, savoir de qui il s'agit, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Ce qui nous a rassurés, c'est que sur ces 26 enfants suivis, donc tracés dans le service, ils ont tous une prise en charge orthophonique, ils ont tous une prise en charge médico-sociale, mais vous voyez l'âge à laquelle cette prise en charge a été mise en œuvre, on est à 20 mois. Et là, ça a été un peu le choc, en se disant, bon, on les a dépistés, on les a diagnostiqués, mais finalement, 20 mois, c'est bien trop tard. On s'est aperçu aussi que les atteintes auditives sévères à profondes, donc celles pour lesquelles le développement du langage est atteint très tôt, est rendu difficile très tôt, on les voit. Par contre, les atteintes moyennes, donc entre 40 et 70 décibels de perte, ce sont des enfants qui se développent en général, en tout cas qui semblent se développer de façon harmonieuse et normale pendant les premières années de vie. Et donc ce sont des enfants qu'on perd de vue. On sait aussi que pour ces enfants-là, et ça a été prouvé scientifiquement, ce sont des enfants qui ont des difficultés liées aux besoins de concentration énormes qu'ils doivent fournir par rapport à leur père, des difficultés auditives dans le bruit, des difficultés pour la discrimination fine. Ça va donner des troubles, non pas de développement de langage, mais de prononciation, des choses qui sont un petit peu plus fines et qui rendent difficiles les apprentissages pour ces enfants-là. Donc là, on a un gros travail à faire aussi pour les enfants pour lesquels l'atteinte n'est pas totale, mais qui occasionnent quand même des difficultés. Alors ça, c'était un travail qui était fait par une orthophoniste qui est passée donc, à l'unité pédiatrique d'implant cochléaire et qui avait essayé de mettre en évidence aussi comment ça se passait pour les familles et est-ce qu'on avait répondu en fait aux demandes des familles après ces enfants dépistés. Donc c'est une cohorte de 2016. On avait 91 enfants qui étaient nés avec une atteinte auditive. Et on avait donc gardé 41 enfants avec surdité moyenne sévère à profonde bilatérale. Donc on avait enlevé de cette cohorte les unilatérales et les atteintes légères. Et on avait sélectionné les enfants pour lesquels on avait un recul d'au moins 2 ans, de 2 ans de prise en charge. Donc elle s'est aperçue un peu avec stupeur déjà qu'on avait sur ces 41 enfants, uniquement un enfant sur 2 qui bénéficiait à 2 ans d'un accompagnement thérapeutique. Donc ça a été un petit peu le choc. Avec une prise en charge qui en moyenne était autour de 9 mois, donc un peu tardive, hein. On est censé faire le diagnostic entre 1 et 3 mois normalement, dans notre centre à Purpan. Donc 9 mois, ça nous paraît déjà un peu tard. Il y en avait là 25% qui étaient avant 6 mois, donc là c'était mieux, mais il en reste quand même un certain nombre qui sont pris en charge tard. Lorsqu'on regarde pourquoi les enfants sont accompagnés ou pas, et surtout pourquoi ils ne sont pas accompagnés en fait, parce que c'est là-dessus qu'on va travailler, on s'aperçoit qu'il y a quand même un certain nombre d'enfants qui ont des otites séreuses et qui donc sont suivis, mais médicalement plus qu'un accompagnement et un soutien familial, ce qui d'ailleurs n'est pas incompatible, hein, normalement on devrait faire les deux.
Les pathologies associées, je vous ai parlé des pathologies cardiaques, il y a d'autres pathologies respiratoires notamment qui font que les enfants, même s'ils sont diagnostiqués et dépistés, il y a d'autres prises en charge qui sont plus importantes, en tout cas à ce moment-là, en tout cas vitales, qui nécessitent que les enfants bénéficient de soins qui sont primordiales. Le délai d'attente notamment pour les structures, pour les prises en charge, qu'elles soient orthophoniques dans le service d'ailleurs, ou en libéral bien sûr. Les refus de suivi, il y en a quand même assez peu. Et puis des enfants qui ont bénéficié d'une surveillance simple, parce que ça ne nécessitait pas, notamment pour les attentes qui sont entre légères et moyennes. Donc c'est des surdités qui font que les enfants se développent plutôt bien au départ et que les parents, par ailleurs, même s'ils savent qu'on peut assurer un suivi, ont décidé de se donner un peu de temps dans cette période qui est un peu particulière dans la vie des familles. Elle a envoyé en fait un questionnaire à ces familles, suivies ou non suivies d'ailleurs, pour savoir dans quels items les parents se sentaient informés ou non. Et vous voyez, il y avait surdité en général, conséquences de surdité, type de prothèse, développement du langage, donc toute une série d'items qui nous semblaient importants pour les parents, pour les familles, pour savoir s'ils se sentaient informés ou pas. On a quand même été rassurés de voir que l'accompagnement, quand il était mis en place, les parents qui répondent et qui sont accompagnés se disent en général très bien informés ou assez bien informés sur l'ensemble de ces items, en tout cas une grande partie. Vous avez en bas là, le petit graphique sur les familles qui n'ont pas été accompagnées dans ces premières années, ces 2 premières années. Vous voyez que là, par contre, ils se sentent peu informés ou pas du tout informés sur la grande majorité de ces items-là. Donc on voit là quand même qu'on apporte des informations qui sont importantes et que les parents reconnaissent que ça leur a apporté quelque chose pendant les premières années de vie de leur enfant. On regarde quand même ici, même les parents qui ont bénéficié de cet accompagnement-là, il y en a un certain nombre qui se sentent peu informés sur les démarches administratives. Donc là, ça nous pointe en fait ce sur quoi nous, on doit faire des efforts pour aider ces familles-là et faire en sorte de gagner là-dessus. Comment interagir avec son enfant, donc ça nous a un peu embêté aussi. Alors, ce n'est pas des cohortes énormes, on ne peut pas faire de statistiques parce qu'on n'a pas eu de retour énorme de questionnaires, on en a eu 17. Donc, c'est à prendre quand même avec précaution, mais voilà, il suffit d'une ou deux familles pour que finalement, on n'ait pas atteint, nous, nos objectifs d'accompagnement. Cet accompagnement, il est vraiment primordial. Il est primordial dans les explications qu'on va donner aux parents, et puis vous allez le voir ensuite, on sait qu'il est primordial aussi pour le développement, bien sûr, de l'enfant. Alors, il y a un certain nombre d'études qui ont été faites, qui concernaient surtout des enfants soit appareillés, soit implantés, mais je pense qu'on peut le superposer finalement à tout enfant atteint d'atteinte auditive, quelle que soit la prise en charge. Marie-Pat Meller a beaucoup travaillé sur l'implication familiale. Et en fait, on s'est aperçu que des parents bien informés, rassurés, des parents qui sont en connaissance de ce qui arrive à leurs enfants, ils s'impliquent dans la prise en charge des enfants. Et évidemment, c'est quelque chose qu'on peut voir chez tous les parents dans toutes les familles. Vous prenez des enfants entendants, quels qu'ils soient, vous prenez plusieurs types de familles et vous voyez bien qu'on va avoir différentes phases de développement chez l'enfant en fonction du type de famille. Malheureusement, on ne choisit pas ses parents, on le sait. Mais ce rôle-là, il est évidemment primordial pour tous les enfants. Mais il va être mis en lumière dès que vous allez avoir des difficultés, un déficit fonctionnel, un déficit organique, des problèmes moteurs. Voilà. Dès que vous allez avoir quelque chose qui va être plus difficile pour l'enfant, ça va être un petit peu mis en lumière. Donc là, c'est notre rôle, nous, d'accompagner les familles pour qu'elles se sentent investies et qu'elles puissent, au mieux de leurs possibilités, sans critères de jugement, accompagner ces enfants. Donc vous voyez ici, ce qui avait été mis en évidence, ici vous avez les petits points noirs, là, c'est des familles les plus impliquées. Alors c'est des critères qui ne sont pas décrits ici, mais des critères d'implication familiale. La moyenne de l'implication, c'est les petits triangles, et les familles les moins impliquées, c'est les petits rectangles. Et vous voyez que les scores de langage, quel que soit l'âge de l'enfant, sont bien meilleurs, évidemment, quand vous avez une implication familiale importante. Les scores de langage sont aussi bien meilleurs quand vous avez une prise en charge précoce. Donc, l'un dans l'autre, en fait, on retombe toujours sur les mêmes constatations. Ça veut dire essayer de dépister, de prendre en charge le plus tôt possible et d'aider les parents à cette prise en charge, de les rendre acteurs, bien sûr, de cette prise en charge. Donc cet accompagnement parental, il met en œuvre toute une équipe, et pas qu'une équipe hospitalière, il met en œuvre aussi le médecin généraliste, le pédiatre, ça commence à la maternité,
Et ensuite, c'est également les orthophonistes, les audioprothésistes, ça peut être l'équipe éducative, enfin, c'est vraiment quelque chose qui est très ouvert et qui est très multidisciplinaire. L'objectif, c'est d'informer, ça c'est sûr, c'est la base. Et je pense que la discussion ouvre à plein de solutions. Mais l'information, elle est primordiale. L'impact langagier et le développement en fonction de l'atteinte qu'on veut prendre en charge, l'accompagnement de la famille, vers l'acceptation de la surdité, l'acceptation de la différence en tout cas, parce que finalement on s'aperçoit que c'est ça qui est compliqué dans les premières semaines de vie, et on peut le comprendre. Et expliquer les différents modes de communication, là je passe assez vite, vous avez eu déjà un exposé brillant sur le sujet. Renforcer les compétences des parents, et là encore j'insiste beaucoup, c'est en fait donner les clés aux parents et les aider à choisir la clé qui leur paraît la plus adaptée à leur famille, à l'environnement et au désir, leur désir de parentalité, à leur projet avec la famille. Ça c'est vraiment très important. Les objectifs, c'est les familles qui vont les donner, et à nous de les suivre et de les accompagner au mieux. Alors bien sûr, on a tous notre idée, on a tous nos avis, on est plus ou moins confrontés en fonction de chacun de nos vies à certaines difficultés, donc on a tous pris des virages différents. Le but, c'est vraiment un échange et de pouvoir essayer d'accompagner les parents, puisque c'est eux qui seront les acteurs principaux. On sait que cette interaction parent-enfant, elle est primordiale, quelle qu'elle soit. L'interaction, c'est l'échange, et c'est ce que vous avez vu juste avant mon intervention, quel que soit le mode de communication. Ça, on sait que des parents vont être plus flexibles, moins directifs et plus dans l'accompagnement de l'enfant. Donc on a quand même une modification de l'interaction parent-enfant en fonction de cette prise en charge, de cet accompagnement parental, ça a été démontré. Et on sait aussi que les enfants vont finalement initier l'échange beaucoup plus tôt si cet accompagnement familial il est mis en place, quel que soit le type de communication, verbale ou non verbale. Ce qui nous intéresse, c'est l'interaction et la communication. Et pareil, plus d'écoute mutuelle entre les parents et les enfants, écoute entre guillemets, plus d'interaction mutuelle, quelle que soit la prise en charge, et ce sont des effets, cet effet de cet accompagnement familial, il dure plus de 6 mois après, de façon significative dans les études. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on initie et un bénéfice finalement qu'on va avoir sur plusieurs mois, voire quelques années. Donc l'intérêt, c'est de préserver le lien parent-enfant, favoriser l'implication familiale, on en a parlé, et améliorer aussi la récupération langagière si le projet est oraliste. Ça c'est pareil, ça a été démontré scientifiquement. Alors la communication visio-gestuelle, j'ai envie de parler de communication un peu globale. On ne va pas différencier le type de communication visuelle associée. On sait que pour le développement des circuits neuronaux du langage, il faut avoir une exposition langagière, ça c'est assez évident, mais on sait aussi que quel que soit le type de communication, et je reviens sur le petit graphique où vous aviez les petits pointillés là sur la période neuronale du développement de l'interaction, ça touche aussi la vision, donc il y a des interactions neuronales qui se font très tôt. Et donc, quel que soit le type de communication, évidemment si vous avez un projet oraliste, il faut ajouter de l'oral si vous voulez mettre du signe, mais ça c'est une évolution qu'on voit même dans nos sociétés, même à l'école, hein, les signes font partie maintenant vraiment des interactions qu'on a avec les tout petits, et on sait que ça leur permet de se développer mieux vers le langage. Alors, l'intérêt de la stimulation verbale, c'est la fusion en fait, hein, vous en avez déjà parlé, entre l'auditif et le visuel, et nous avons eu un certain nombre de résultats quand même avec l'application du code LPC sur nos enfants, notamment pour moi sur ma cohorte en préimplantation, avec des résultats qui sont quand même significatifs sur l'association pendant les premières années de vie LPC orale, avec des enfants qui ont de meilleurs résultats 3 à 5 ans après l'implantation. Donc aujourd'hui, l'implantation, quand elle est proposée et désirée par les parents, peut se faire très tôt. Donc cette période en fait de gestes initiaux ou de LPC dans les premières années de vie est de plus en plus réduite, avec des résultats qui sont quand même, si il n'y a pas de déficit associé, qui sont bons. Mais à mon avis, ça reste quand même un mode de communication que l'on peut envisager de façon assez précoce pour favoriser le résultat secondairement de l'implant cochléaire. Ça permet d'améliorer la compréhension dans le bruit, la compréhension sans son, et d'améliorer aussi les points d'articulation. Alors l'éducation auditive dans le cadre d'un projet oraliste, elle est primordiale, et vous l'avez vu sur ces bases neurologiques, elle doit être toujours la plus précoce possible. Ça fait partie de cet accompagnement familial
avec l'acceptation des prothèses, si elles sont désirées par les parents. Si les parents les acceptent, c'est plus facile pour l'enfant de l'accepter. Discuter avec eux du temps du port, pourquoi c'est important de le mettre dès que l'enfant est éveillé. Essayer de travailler avec l'enfant la détection ou l'absence de son, c'est des choses qui sont assez basiques au départ et qui vont s'enrichir au fur et à mesure du développement de l'enfant, bien sûr. La discrimination, au départ, c'est une discrimination qui est juste une distinction d'un son par rapport à l'autre, et ça c'est pareil, ça va évoluer avec l'évolution de chaque enfant, et l'identification pour donner petit à petit du sens à ce son. Donc là, c'est pareil, cette éducation auditive, elle permet d'accompagner les parents dans toutes ces étapes, qui vont être toutes les étapes en fait de développement de l'enfant vers le langage. Alors quand même quelques mots sur l'ORL. Dans toutes ces étapes-là, nous, je dirais qu'on est au tout début, puisqu'on arrive sur le centre de diagnostic et d'orientation de la surdité. Donc après les 3 étapes de dépistage, là il y a une première rencontre normalement avec une ORL. Après le test de diagnostic, ou avant d'ailleurs parfois. Cette annonce diagnostique, elle est assez difficile. Elle est difficile d'abord pour les familles, elle est difficile aussi pour tous les professionnels qui travaillent sur la surdité. Elle doit être très prudente. Pourquoi ? On a des tests diagnostiques chez l'enfant, doivent être toujours pris avec précaution et sont renouvelés, quel que soit le résultat initial. Et ce temps qui est des fois perçu par les parents comme du temps un peu perdu, en fait, il n'est jamais perdu. Parce que cet accompagnement familial qu'on essaie de mettre en place de façon très précoce va permettre quand même de construire cette relation avec l'enfant, quel que soit le statut auditif de l'enfant, et de renforcer finalement le lien qui existe de façon naturelle au départ et qui parfois est un peu rompu par cette annonce de surdité, avec des parents un peu désemparés, notamment quand ce sont des parents entendants, qui ne savent pas trop comment faire avec leur enfant. Donc, nous, on a une place un peu compliquée là, d'annonce diagnostique, mais cette annonce, encore une fois, on l'a normalement, elle n'est pas brutale et immédiate et définitive surtout. On reste assez prudent, on refait les tests, on accompagne la famille pour aboutir, on va dire, autour de l'âge de 3-4 mois. En général, on a pu faire 2 séries de tests diagnostiques à un diagnostic plus précis, qui est aussi attendu par les familles. C'est difficile de ne pas trop savoir. De se dire, il y a une petite atteinte, ou une atteinte un peu plus importante, mais on ne sait pas trop, qu'est-ce que ça peut donner. Voilà, cette attente-là, elle est souvent assez insupportable pour les parents, donc on essaie de la réduire au maximum sans en même temps inquiéter pour rien certaines familles. Et là, c'est la proposition, les possibilités de prise en charge, ça a beaucoup évolué. Alors vous connaissez tous l'implant cochléaire bien sûr, mais actuellement les prothèses ont fait des progrès qui sont fabuleux. Et on a finalement, ça se rejoint de plus en plus, c'est-à-dire qu'on a des prothèses qui permettent pour l'enfant des amplifications qui peuvent aller jusqu'à 50 décibels parfois sur des surpuissantes et des critères d'indication d'implant qui maintenant remontent vers les atteintes sévères, ce qui fait qu'on se rejoint en fait assez naturellement entre la prothèse et l'implant si, bien sûr, vous êtes dans un projet auditif. Mais il n'y a pas que ça. On a des enfants qui naissent et qui n'ont pas de pavillon. On a des enfants à qui on propose une conduction osseuse. Vous savez, ce sont des vibrateurs qui vont être directement appliqués à la mastoïde. On a un certain nombre d'implants actuellement qui sont des implants d'oreille moyenne qui permettent de répondre à tous ces syndromes malformatifs. Donc là, qui rendent difficile le positionnement d'un implant cochléaire ou d'une prothèse auditive d'ailleurs. Donc ces choses-là, elles évoluent assez vite. Les indications évoluent assez vite, le type d'appareil ou d'implant évolue assez vite, et là je crois qu'on a aussi une place importante de tenir au courant les familles de ce qu'il est possible ou pas, et de ce qu'on pourra leur proposer maintenant, mais aussi de ce qu'on voit arriver. Les progrès ils sont énormes, il y a des choses qui ont vraiment progressé de façon spectaculaire en quelques années, donc à nous de nous tenir au courant pour tenir au courant les familles. Ces possibilités de prise en charge, elles vont être très différentes en fonction de chaque enfant et de chaque famille, bien sûr. Et je dirais que s'il y a un bilan à faire assez rapidement, un bilan qui finalement implique assez peu d'inquiétude et d'implication de la part des familles, c'est l'IRM. L'IRM cérébral, c'est un examen que l'on fait alors pas dans tous les centres. On peut le faire avant l'âge de 6 mois, donc de façon précoce, sans avoir besoin d'anesthésie ou de sédation, même si c'est quelque chose qu'on peut faire par la suite en sédatant un peu les enfants. C'est un examen qui est un peu long. Donc les 25-30 minutes sans bouger, le petit c'est très compliqué. Mais le tout petit, on arrive à le faire. Et cette IRM, elle est très riche de renseignements.
très riche de renseignements sur le cerveau de l'enfant. On trouve des étiologies, c'est-à-dire des causes de la surdité, qui donnent des images anormales, qu'on va donc dépister avec ces IRM-là, mais pas que. Ça nous permet aussi de trouver certaines atteintes qui vont donner d'autres atteintes que l'atteinte auditive. Et ça change quand même un petit peu la prise en charge et l'accompagnement des parents, et savoir qu'est-ce qu'on peut attendre de ce qu'on va proposer à cette famille, à cet enfant. Donc je dirais que s'il y a un examen à faire très vite, et même par excès, pourquoi pas, puisqu'il n'est pas irradiant, qu'il n'y a aucune douleur pour l'enfant, et qu'il est très riche en renseignements, c'est l'IRM précoce. Tous les autres examens, qui sont des examens à recherche du pourquoi mon enfant a une atteinte auditive, ils peuvent être un peu différés, en tout cas nécessitent qu'on puisse en discuter. On a une généticienne qui travaille aussi dans le service, qui peut répondre à des questions un peu plus précises sur le mode de transmission, sur les associations entre différentes atteintes d'organes. Ce sont des choses qu'on peut différer un peu. Mais cette espèce de gap, plus ou moins 6 mois, plus anesthésie, moins anesthésie, à mon avis, nécessite que les familles soient vraiment conscientes de l'importance de la précocité de cet examen-là. Alors, on nous demande souvent, pour des parents qui sont entendants, mon enfant va-t-il parler? Je crois qu'il faut qu'on soit extrêmement prudent, mais vous l'avez déjà un petit peu vu dans la communication précédente, c'est que l'audition, c'est pas tout, évidemment. Bien sûr qu'il faut une intégrité de l'organe auditif, mais il faut aussi une intégrité pour les organes phonateurs. Il faut que la condition ordonnatrice fonctionne, le système nerveux central, pour que l'enfant assimile, pour qu'il puisse s'organiser d'un point de vue cognitif. Envie de communiquer, et ça c'est la condition appétitive, du désir naturel d'aller vers l'autre, vers la communication, et ça c'est très difficile de répondre à ces questions-là quand l'enfant vient de naître. On sait qu'il y a presque 20 à 30% d'atteintes associées à l'atteinte auditive, quel que soit le type d'atteinte auditive. Mais finalement, si on regarde des enfants entendants, on est à 25% d'atteintes qui vont jouer sur l'apprentissage et les acquisitions langagières sans atteinte auditive. Donc on retrouve exactement la même chose avec 5% de plus, 5 à 10% de plus pour l'enfant atteint de troubles auditifs que l'enfant non-entendant. Mais voilà, cette répartition à la naissance, elle existe, elle est indépendante des parents, mais elle existe. Donc ça c'est important aussi de le dire aux parents. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout régler, on ne va pas régler les choses qu'on ne connaît pas encore et qui ne sont pas liées à l'atteinte auditive. Donc vous voyez, on a un certain nombre d'atteintes qui peuvent toucher à l'accès de l'information, au décodage de cette information, quelle qu'elle soit, auditive ou visuelle, et qui va rendre très compliqué la construction de tous les réseaux sémantiques qui permettent de communiquer. Bon, je vous ai listé un certain nombre de déficiences qu'on peut retrouver. Ces déficiences peuvent toucher aussi les systèmes effecteurs, la motricité, bien sûr, ce n'est pas les mêmes possibilités de communication lorsqu'on a une atteinte motrice que lorsque l'on n'en a pas, et qu'elle soit au niveau du corps, au niveau par exemple des bras, mais aussi au niveau de l'ensemble de ce qui est mis en jeu lors de l'oralité, que ce soit tous les muscles cervico-faciaux par exemple. La communication sera tout à fait différente, il va falloir s'adapter à ces atteintes éventuelles. Donc là aussi on a une place importante parce qu'on va être finalement au centre et on va distribuer un petit peu en fonction de l'évolution de l'enfant vers éventuellement d'autres prises en charge, d'autres bilans, d'autres adaptations en fonction du type d'atteinte que peut présenter l'enfant. On a un rôle aussi très important de réévaluation parce qu'un enfant qu'on voit à l'âge de 6 mois pour lequel on dépiste quelque chose, peut-être qu'à l'âge de 2 ans ou à l'âge de 5 ans, ce ne sera pas du tout la même chose. Donc on sait qu'il y a des atteintes évolutives, on sait qu'on peut avoir des otites, c'est 45% des enfants à qui on place des aérateurs parce qu'il y a des otites, qu'ils soient entendants ou atteints de déficience auditive, c'est pareil. Sauf qu'effectivement, quand vous avez un seuil auditif qui est déjà à 50 décibels, si vous rajoutez 20 décibels parce que vous avez une otite, ça va être encore plus compliqué. Donc là, il faut que nous, on soit très vigilants à ne pas perdre de vue ces enfants. Et là, le réseau avec les médecins généralistes et les pédiatres est primordial, mais aussi avec tous les professionnels de santé ou paramédicaux qui s'occupent de l'enfant, et notamment avec l'écologue. Et on en a déjà parlé aussi, on est là aussi pour dire ce qui a évolué dans les prises en charge. Moi, je m'occupe d'enfants atteints de troubles auditifs depuis 20 ans maintenant. Ça a été assez extraordinaire, tout ce qui s'est passé en 20 ans. Donc ça, c'est à nous d'informer le grand public de ça et de leur proposer ce qui nous semble être le plus adapté ou ce qui est actuellement possible pour l'enfant et donner bien sûr le choix aux parents.
Donc voilà un petit peu les messages que je voulais faire passer. Vraiment l'importance de la précocité du diagnostic, et ça je crois qu'avec le dépistage néonatal systématique, on y est arrivé. Mais derrière, il faut absolument qu'on arrive à structurer la prise en soin. Alors on travaille actuellement avec toute une équipe sur l'ouverture d'un SSR auditif. Alors je ne l'annonce pas de façon officielle aujourd'hui, mais les choses ont pris un peu de retard avec le Covid, puisqu'on a déjà une année et demie de retard, mais on est en train de mettre en place une structure où on pourra mieux prendre en charge et accompagner les familles entre le diagnostic autour de 3 mois au CHU et les prises en charge, notamment en structure, qui sont parfois tardives et parfois impossibles. Donc ça, c'est un travail qui est en cours et qui, j'espère, devrait aboutir peut-être à la rentrée 2022, peut-être un peu décalée, début 2023. Voilà, c'est en cours et je pense que de toute façon, il y aura des annonces qu'on sera prêt à ouvrir cette structure-là. Et puis bien sûr, je voulais insister sur l'importance de la multimodalité de communication, mais si vous êtes ici, c'est que vous le savez. Voilà, cette interaction entre les enfants et les parents, là j'ai parlé beaucoup de pédiatrie bien sûr, mais c'est pareil entre chacun de nous, qui va permettre de gagner en mode de communication et en bien-être bien sûr. Voilà, je vous remercie pour votre attention.